Chères téléspectatrices, téléspectateurs et internautes, vous suivez la 394e édition de la série hebdomadaire Chadou Téléguinéen, OCPA Magazine. OCPA Magazine, c'est l'émission de l'Ordre des comptables professionnels agréés d'Haïti, qui vous renseigne sur la comptabilité, l'audit, la fiscalité, la finance, les finances publiques, l'éthique, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. L'émission qui passe chaque mardi à 10h PM sur Téléguinéen, reprise mercredi à 10h AM. Et pour les internautes, ils peuvent naviguer sur le www.rtghaiti.com. À cette 394e de la série, nous avons retenu pour thème implication financière de la conjoncture économique. Certes, le thème est opportun, puisque nous parlons d'économie, nous parlons de conséquences financières, impact sur les agents économiques. Et pour avoir cette émission, nous avons fait appel à un confrère qui n'est pas à son coup d'essai, puisqu'il a déjà publié plusieurs articles nouvellistes, il est professeur et c'est effectivement un serviteur de la communauté qui, dans le domaine de sa compétence, apporte l'éclairage nécessaire. Et je veux citer, avec beaucoup de plaisir, le confrère John Earl Legault. Bienvenue à notre émission. Alors, je vous dis merci, Monsieur Payan, de me donner cette opportunité de venir pour la deuxième fois et participer à cette noble émission. Une émission qui renforce la comptabilité, qui participe à la relance économique du pays aussi par des propositions. Et c'est tout à mon honneur d'être ici avec vous, comme aussi ancien président de l'Ordre. Et j'espère que les auditeurs, les téléspectateurs de Radio Téléguinéen pourront tirer profit amplement de cette émission. Merci. Encore une fois, merci. On prend une pause. On vous revient. Chères téléspectatrices, téléspectateurs et internautes, comme d'habitude, nous vous renseignons sur les activités de l'Ordre des comptables. L'Ordre reçoit l'inscription en son local de 9h à 14h PM pour ceux qui voudraient intégrer la corporation. L'Ordre organise également le jeudi mensuel, qui est un événement ouvert au grand public et aux membres de la corporation, et les séances comptent dans le cadre de la formation continue. Nous rappelons qu'il est exigé du comptable professionnel, membre de l'Ordre, 40 heures de formation continue. L'Ordre organise aussi des séminaires
des séminaires qui sont aussi ouverts au grand public et au monde de la corporation. À chaque émission, nous vous apportons aussi quelques conseils. Eh bien, à cette 394e série, eh bien, nous vous disons que les obligations mensuelles, les prélèvements à titre sur les salaires, sur les commissions, sur les ventes de biens et la fourniture de services, la loi prévoit que le redevable, soit le commerçant professionnel, eh bien, il a l'obligation de reverser ces valeurs-là du 1er au 15 du mois qui suit le paiement. Le paiement particulièrement pour les services. Donc, les professionnels, les commerçants, eh bien, ils doivent déclarer mensuellement à DGI ce qu'ils ont prélevé en termes de TCA, en termes d'impôt sur les salaires des employés, de retenue sur les commissions, de 15%, retenue sur les dividendes. Donc, encore une fois, je te rappelle, et le fait de ne pas payer à temps, eh bien, on est passible d'amende, des intérêts de retard qui peuvent varier de 3% par mois, ou de 5% par mois, ou de 10% par mois de retard. Donc, c'est une information que nous passons au grand public, aux concernés, pour éviter, en ces temps difficiles, d'avoir à payer, en plus du montant principal, des intérêts de retard et des amendes. L'émission du jour, implications financières de la conjoncture économique. Donc, nous sommes tous au courant, nous suivons, le commun des mortels sait qu'aujourd'hui, il y a une baisse du pouvoir d'achat, c'est-à-dire la capacité de pouvoir tirer le maximum d'avantages du flux d'argent dont on dispose, que l'on soit au niveau du secteur privé, secteur public, c'est-à-dire d'une institution publique ou privée, de l'agent économique, du consommateur, du producteur, de l'épargnant. Donc, il y a le phénomène qui nous frappe tous, qui est l'inflation, qu'on appelle la hausse généralisée des prix. Aujourd'hui, nous sommes à 17%. Ça veut dire, sur chaque 100 gourdes, eh bien, il y a une érosion, une diminution de 17 gourdes. Ça veut dire, c'est comme si les 100 gourdes deviennent aujourd'hui 83 gourdes. Et avec ces 83 gourdes, il faut aller sur le marché des biens et des services. En plus de ça, il y a également le taux de change. Le taux de change qui impacte également les agents économiques, quel que soit leur type d'activité. Donc, nous pensons que cette émission nous offre l'opportunité de pouvoir discuter avec notre confrère John Earl et Legault, eh bien, premièrement, de voir les éléments qui caractérisent la conjoncture économique et voir aussi les attitudes, réactions des acteurs économiques et proposer dans les lieux la meilleure attitude à tenir. Donc, d'entrée de jeu, quelle est votre lecture de cette situation économique particulière? Alors, comme tout le monde, même un simple profane sur le plan économique ou financier, peut constater que la situation va mal dans le pays. Et d'autant plus que ces derniers temps, il y a certains professionnels, certains professeurs comme vous qui participent à l'éducation financière de la population. Donc ça aide les agents économiques, les ménages, les entrepreneurs en particulier, de mieux comprendre certains phénomènes. C'est toujours, bon, c'est très embarrassant pour nous, parfois, de parler, de relater de la situation chaotique et économique que nous vivons. Nous sommes en situation de récession économique, pleine récession économique depuis des années, et on constate que jusqu'à présent, aucune mesure efficace n'est pas encore prise pour améliorer la situation de la population. Donc, aujourd'hui, dans cette émission, nous allons, comme vous venez de le dire, identifier certains points qui entravent le développement de l'économie et proposer des solutions. Donc, nous devons combattre les écueils, les obstacles qui empêchent le progrès de la société. Donc, nous pouvons constater que
la quasi-totalité des indicateurs macroéconomiques sont au rouge, que ce soit l'inflation, que ce soit le taux de change, que ce soit le taux de croissance du PIB. Tout ceci porte à croire que la situation n'est pas favorable dans le pays, n'est pas propice, la situation ne va pas bon train, en ce sens que la situation va mal, si on peut résumer. Maintenant, vous venez de parler de l'inflation qui a atteint 17%. Il est vrai qu'on peut s'alarmer parce que perdre 17% de son pouvoir d'achat, c'est-à-dire que la population s'appauvrit. Et maintenant, il faut dire que ce n'est pas quand même la première fois que nous avons atteint ce niveau. Et à un certain moment, on a atteint presque le double de ce niveau. C'est-à-dire dans les périodes de grande turbulence politique, dans les années 2003-2004, on a atteint un taux d'inflation d'environ, au maximum, je crois que c'était 39% en octobre ou septembre 2003. Okay. Mais cette situation, il y avait eu, après le changement de gouvernement qui a eu durant cette troupe politique de 2003-2004, il y a eu une amélioration du niveau du taux d'inflation. Il y a eu progrès. Et ça a recommencé à chuter pendant la période de l'émeute d'avril 2008. Donc, depuis janvier ou février 2008, on a commencé à avoir un taux d'inflation à 2 chiffres jusqu'à septembre 2008, où l'on a eu un taux de 19% du taux d'inflation. Maintenant, ce que nous vivons présentement, depuis plus de 3 ans, c'est que nous subissons encore un taux d'inflation à 2 chiffres. Il faut dire que après la période de crise de 2008, on a eu quand même des progrès qu'on a pu constater en début 2009, où l'on a même eu une inflation négative durant la période, je crois, février ou mars 2009. C'est-à-dire que même si on constate que la situation va mal, il suffit que les dirigeants prennent de bonnes décisions et on pourra constater une amélioration de la condition de vie de la population. Maintenant, le fait de dire que le taux d'inflation a augmenté, cela sous-entend que le niveau général des prix, si on peut traduire pour toute la population, a augmenté. C'est-à-dire que le panier de la ménagère, le simple marchand, bien la simple marchande peut dire que ce qu'elle savait vendre à un prix X le mois dernier a augmenté par rapport au mois présent. Donc, même le marchand dans les rues peut constater, d'ailleurs, ce sont ces gens-là qui vivent réellement le niveau de l'augmentation des prix. Maintenant, si on était au niveau micro, maintenant sur le plan macro, donc, on a constaté, par rapport à ce qui était prévu aussi, dans les recettes de l'État, il y a eu une baisse par rapport à ce qui était prévu. C'est-à-dire que par rapport à l'année dernière, on avait prévu d'encaisser plus de 93 milliards de gouttes, mais sur l'année 2018, ce que la BRH a publié comme données, nous n'avons même pas atteint 80 milliards de gouttes. On a eu seulement une augmentation de 5% de 2017 à 2018. Parallèlement, les dépenses ont augmenté considérablement pour atteindre pour la première fois un niveau de 108 milliards de gouttes. C'est-à-dire, sur le plan macroéconomique, les mesures politiques ont des conséquences directes sur ce taux d'inflation. Dans ce sens que l'augmentation des dépenses provoque une grande augmentation du déficit. On a pu atteindre pour la première fois ce déficit de 29 milliards de gouttes.
Dans les années 2012, 2003 et 2013, on a eu quand même des déficits d'environ de 23 milliards, mais c'était pas, et on n'avait pas encore atteint ce niveau de 29 milliards. Donc, pour combler ce déficit, l'État a, étant donné qu'on n'a pas reçu suffisamment d'aide et d'appui budgétaire, les bailleurs internationaux ne font pas confiance aux dirigeants. Donc, on ne prête pas à l'État suffisamment de fonds pour lui permettre de répondre à ses exigences pour pouvoir combler les dépenses publiques. En ce sens, le gouvernement a dû procéder soit à des prêts internes auprès des institutions financières de la place et surtout par l'émission des bons, et aussi par financement monétaire. Donc ça a provoqué, comme je l'ai dit dans un article que j'ai publié je crois que c'était en septembre 2017, sur l'effet d'éviction. L'effet d'éviction que j'ai qualifié de fléau éconophage. Alors, je dois dire que c'est un néologisme, donc je pense qu'on ne va pas trouver ce terme dans un dictionnaire, éconophage, mais pour ceux qui connaissent l'étymologie des termes, éconophage, quand on a le suffixe phage, c'est-à-dire que cela signifie ronger, manger. Donc, éconophage, c'est un phénomène, quand je dis l'effet d'éviction, c'est un fléau éconophage. Fléau, son nom l'indique, c'est une maladie qui ronge. Le fléau ronge déjà. Le fléau ronge déjà. En plus, j'ai dit que ça ronge l'économie. Donc, c'est pour pouvoir renforcer l'idée que c'est un phénomène qu'il faut combattre, qu'il faut éradiquer dans le système. Et pour éradiquer, la mesure à prendre, c'est, on entend souvent parler, mais ce n'est pas encore appliqué, c'est le cash management, ou bien on a utilisé un terme récemment, le management, on a utilisé un autre terme, mais c'est pour traduire le cash management. Oui. Donc, c'est-à-dire qu'il faut, avant de dépenser, pouvoir non seulement dépenser ce qu'on a et faire des provisions, faire des réserves pour au moins pour des dépenses les plus prioritaires. C'est-à-dire, avant de décaisser, le gouvernement devrait avoir une cellule qui analyse la trésorerie publique au jour le jour. Au jour le jour par rapport aux dépenses et ce qu'on a rentré. Qu'est-ce qui est prioritaire? Et c'est pour cette raison que je pense que la Cour des comptes a un rôle primordial à jouer dans la relance de l'économie, en ce sens que la Cour des comptes doit nous dire sur toutes les dépenses effectuées par les institutions publiques, lesquelles sont essentielles, lesquelles sont utiles, lesquelles sont non essentielles, lesquelles sont moins nécessaires. Maintenant, celles qui sont essentielles ou nécessaires ou utiles auront la priorité sur celles qui sont moins nécessaires ou même pas utiles du tout. Parce qu'on sait, et tout le monde peut constater, qu'il y a certaines dépenses qu'on peut qualifier des dépenses farfelues, des dépenses qui ne contribuent pas vraiment au progrès économique. Donc, il faut que la Cour des comptes fasse ce qu'on appelle un audit intégré qui englobe les trois facettes de l'audit, à savoir l'audit de conformité pour analyser les procédures, s'il n'y a pas eu de faille au niveau des procédures de décaissement, l'audit comptable et financier même qu'on entend souvent parler, c'est-à-dire d'analyser les pièces justificatives, est-ce que tout a été dépensé conformément aux lois et sur la comptabilité nationale. Et le troisième audit, le dernier n'est pas le moindre, qui est l'audit de gestion ou l'audit qui devra analyser la performance des activités. On peut réellement faire une dépense conforme aux procédures, où les règles de passation de marché sont respectées, les règles de comptabilité sont respectées, mais la dépense n'a pas de portée économique sur la population, n'est pas utile. C'est l'audit de gestion qui va permettre d'analyser la performance des activités. Et c'est à partir de cet audit-là que la Cour des comptes pourra nous dire, sur telle dépense, voilà ce qu'il faut et faire des coupures, sur telle ligne de crédit, voilà ce qu'il faut des coupures, et proposer au gouvernement telle catégorie de dépenses qui pourrait
de préférence améliorer ou bien mieux orienter les politiques et publiques du gouvernement en termes de relance économique. Et c'est ce qui nous manque. Nous constatons qu'il n'y a pas vraiment une politique de relance économique. La politique de relance économique doit englober plusieurs points, particulièrement ça doit avoir une politique d'investissement public. Parce qu'on ne peut pas avoir de progrès sans investissement. Ensuite, il faut une politique de réforme fiscale. Parce que pour pouvoir avoir les fonds pour faire les investissements, il faut qu'il y ait création de richesse. Et la création de richesse passe par la création d'entreprises. Et pour qu'il y ait création d'entreprises, il faut que les investisseurs viennent. Et les investisseurs ne vont pas venir en analysant l'environnement général, particulièrement les lois fiscales. Donc, il faut, comme je l'ai dit dans un article que j'ai publié, que vous m'avez donné la possibilité de partager avec les téléspectateurs de OCPA Magazine, il faut qu'on utilise une stratégie de dumping fiscal face aux autres États de la région. Très bien. Quand je dis dumping fiscal, pour reprendre le terme, et on sait dans l'apprentissage, on dit que la répétition, c'est la mère de l'apprentissage. Tout à fait. Donc, quand je dis le dumping fiscal, il faut, en marketing, l'exemple, je ne sais pas si cette institution a des publicités ici, mais je veux dire quand même l'une des compagnies de téléphonie mobile. Maintenant, on sait que cette nouvelle compagnie a dû faire un dumping sur le marché pour faire disparaître certaines compagnies qui sont plus faibles. Donc, c'est-à-dire, normalement, en marketing, un dumping, c'est une stratégie visant à accaparer une grande part de marché. Oui. Maintenant, en ce sens, au niveau d'État aussi, sur le plan concurrence entre États, c'est-à-dire, il faut que notre gouvernement analyse les lois fiscales qui se trouvent dans les pays de la région, la République dominicaine qui est notre plus proche concurrent, la Jamaïque, Porto Rico, Cuba qui va s'ouvrir maintenant à l'économie mondiale. Maintenant, il faut voir qu'est-ce que ces pays offrent comme avantages fiscaux et nous autres pour offrir mieux. En ce sens, l'investisseur qui se trouve dans n'importe quel pays à travers le monde, avec un simple clic, peut analyser sur les browsers, sur les moteurs de recherche, qu'est-ce que tel pays offre. Alors, en fonction de ça, il va dire, bon, je vais jeter mon dévolu sur tel pays. Il va choisir tel pays et quand l'investisseur qui apporte son capital pour injecter dans l'économie, ça va renforcer la production nationale et ça va accroître le PIB. Donc, c'est ce qu'il nous faut. Il nous faut maintenant une politique de croissance du PIB. Parfait. Mais alors, vous avez fait, je dirais, vous avez donné un éclairage historique en ce qui a trait à l'évolution de l'inflation. On était à 34%, vous avez dit, au cours des années 2003, 2004, 38, 39 même. 39. En 2008, il y a eu aussi une période de surchauffe. Et aujourd'hui, on vit encore l'inflation à 2 chiffres. Alors, la conjoncture économique, elle appauvrit, en définitive, elle appauvrit l'argent économique. On est conscient, l'État est aussi bénéficiaire, dans un certain sens, parce que lorsqu'il y a hausse des prix, eh bien, les impôts à taux proportionnel, eh bien, génèrent plus de ressources à l'État. Paradoxalement. Hein. Par exemple, si les prix passent de 100 à 117 gourdes, l'État va automatiquement avoir plus de TCA, théoriquement. Oui. Donc, c'est-à-dire qu'on est dans un système, dans un dilemme, où l'État doit dépenser. Certains parlent, par exemple, de réduction des dépenses publiques, mais il serait beaucoup plus opportun de parler de réallocation des dépenses publiques. Et cette réallocation, comme vous avez pu bien mentionner, eh bien, elle doit faire appel, je dirais, au bon sens, au respect des normes de gouvernance, aussi au rôle de chaque institution dans le cadre de ses compétences, la Cour des comptes particulièrement. Mais, pour tout ceci, professeur Legault,
l'argent économique, l'État d'abord, vous n'avez pas parlé de l'État, l'argent économique, c'est-à-dire l'État a besoin de ressources, il faut attirer l'investissement. Parallèlement, il y a un cadre général, juridique, etc., qui n'attire pas, pas vrai? Il y a, on laisse de côté, je dirais, l'environnement politique qui vaut que ça vaut. Donc, aujourd'hui, nous sommes à un carrefour. Que faut-il faire? Il y a toujours une solution, même dans les situations les plus chaotiques, même en temps de guerre, dans les situations les plus difficiles, même en temps de guerre, on peut trouver toujours des solutions. Et il y a certaines personnes qui disent, dès qu'il y a une menace, il y a toujours opportunité. Tout à fait. Donc, une personne qui est positive voit toujours de l'opportunité dans les situations les plus difficiles. Maintenant, ce qui va être déterminant, c'est le comportement des agents économiques. Comportement sur le plan personnel, comportement au niveau macroéconomique, au niveau pour les prises de décision qui doivent être, comment je peux dire là, et ces prises de décision qui doivent faire l'objet d'études, certes, mais qui doivent contribuer principalement à un objectif bien spécifique. C'est-à-dire, si on veut atteindre un niveau de chiffre d'affaires, il faut se fixer cet objectif. Je parle pour n'importe quelle entreprise. Maintenant, pour l'État, l'État peut se fixer un niveau de croissance du PIB. Très bien. Donc, par exemple, nous sommes environ, alors nous avons atteint, je crois l'année dernière, environ 8 milliards de dollars de produits intérieurs bruts. Contrairement à la République dominicaine, et récemment, le président de la République dominicaine a dit que c'est actuellement dans les 80 milliards. 10 mais fois. Ça fait environ 10 fois. Si nous devons, nous autres, Haïtiens, puisque nous avons presque la même proportion d'habitants, presque la même population, mais ce n'est pas la même densité parce qu'on sait que la République dominicaine vaut 2 tiers de l'île, mais c'est la même population. Donc, pour atteindre la République considérant que la République dominicaine reste fixe, c'est-à-dire sans progrès. Oui, sans progrès. Pour atteindre la République dominicaine, il nous faut un taux de croissance de 10% sur 23 ans. 10%. On a atteint ce niveau entre 2010 et 2011. On a eu quand même un progrès sur l'année de 10%, parce que l'année 2010 qui était marquée par, malheureusement, cette catastrophe qu'on a vécue, on a eu une perte considérable dans l'économie, ce qui a provoqué une chute de notre PIB de moins 5,5%. Mais l'année d'après, on a eu une croissance de 5,3%. Cela veut dire qu'on a presque... certains rapports disent qu'on a eu 5,5 aussi en 2011. Donc, moins 5,5 en 2010, 5,5 en 2011, mais d'autres rapports disent 5,3 en 2000, plus 5,3 en 2011. Donc, ce qui fait approximativement 10 bons qu'on a eu de cette année. Maintenant, si on a pu prendre des mesures pour renforcer l'économie, pour canaliser les fonds que l'État a pu bénéficier de ces fonds qui ont été injectés dans l'économie, on pourrait pu garder sur plusieurs années, même 5, 6, 7% de croissance. Et le comportement, comme je l'ai dit tantôt, si on avait un bon comportement au niveau des décideurs politiques pour mettre les agents économiques en confiance, on aurait un effet multiplicateur. Donc, on n'aurait pas l'effet inverse. C'est l'effet inverse que nous subissons actuellement parce que les agents économiques suivent le comportement des dirigeants, c'est-à-dire qu'ils ne prennent pas de bonnes décisions. Donc, ce qu'il faut comprendre, l'État, c'est le plus grand agent économique. Tout à fait. Parce qu'au niveau de l'économie, nous savons que l'État, il y a l'État comme agent économique, il y a les ménages, les entreprises, les institutions financières. Le plus grand agent économique, l'agent qui peut déterminer le comportement des autres agents, c'est l'État. Oui. Donc, si les dirigeants adoptent une attitude positive, c'est-à-dire que prennent des mesures pour renforcer l'économie,
par des politiques d'investissement, que ces dirigeants-là n'adoptent pas une attitude d'opulence, une attitude où l'on voit qu'ils veulent dépenser les fonds publics dans des activités non génératrices de revenus, les agents économiques vont avoir, premièrement, une réticence, vont avoir une sorte de... les agents économiques vont, premièrement, vont hésiter à payer, parce qu'ils ont quand même une obligation de payer les taxes, ils vont quand même hésiter à payer. Les agents économiques vont faire une sorte de transfert de capitaux de notre économie vers d'autres économies, parce qu'ils disent que leur capital n'a pas la possibilité de croître, donc ils vont essayer dans d'autres économies, ce qui provoque une fuite de capitaux. Les agents économiques vont aussi adopter une attitude de rester dans l'informel, parce qu'on sait qu'il y a plusieurs PME qui étaient dans le système, parce que j'en connais moi-même des petites et moyennes entreprises qui étaient formellement enregistrées à la DGI et qui, par rapport à la situation économique, ne peuvent pas résister au poids fiscal, disent que, bon, ils veulent rester dans l'informel, ils fuient l'État, ce qui est une mauvaise attitude, certes, mais c'est par rapport au fait qu'ils ont perdu confiance dans les décideurs. Maintenant, la meilleure solution, c'est premièrement, comme je l'ai dit, c'est déterminant le comportement des agents économiques. Si on voit que les dirigeants, particulièrement le président, ministre, qui sont les principaux décideurs, disent que voilà, de telle période à telle période, nous allons faire avancer l'économie de point A à point C. Donc, puisqu'on parle des mesures adoptées pour faire avancer l'économie d'un point A à un point C ou B, eh bien, on prend une pause, on vous revient. Chères téléspectatrices, vous suivez la 394e édition de l'émission OCPA Magazine. Émission qui a pour thème Implications financières de la crise économique. Notre invité, le professeur John Earl Legros. Au cours de la première partie de l'émission, eh bien, M. Legros vous a expliqué les caractéristiques de la crise économique, de la conjoncture particulière. Il a fait état de l'inflation. Il a souligné les taux d'inflation qui ont marqué la période contemporaine. M. Legros vous a expliqué aussi le rôle déterminant de l'État en tant que régulateur, en tant qu'agent économique qui doit aussi relancer l'économie par des mesures appropriées. Il a mentionné le rôle important, fondamental de la Cour des comptes en matière de, je dirais, de gestion des finances publiques. Et il y a un point qui est à l'honneur aujourd'hui, qui est assez répandu aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le cash management. Donc ça veut dire que l'État aujourd'hui s'engage à dépenser exactement au niveau des ressources disponibles, des recettes disponibles. Or, qu'est-ce qui alimente les dépenses publiques? Ce sont les impôts, droits et taxes. Donc, puisque nous avons connu un déficit budgétaire important, comme l'a souligné le
sur le gros, on a atteint 108 milliards de goudes de dépenses, et ce qui a provoqué un déficit budgétaire important aussi, de 29 milliards de goudes. Donc, ça veut dire, et les 3 premiers mois de l'exercice en cours, c'est-à-dire d'octobre à décembre, eh bien, la situation n'a pas été une situation des plus faciles. Donc, il y a le cash management. Donc, il y a, je dirais, une pression sur l'administration de collecte des ressources, telles que la direction générale des impôts, la direction générale des douanes. Eh bien, ces administrations-là, elles doivent fournir le meilleur d'elles-mêmes. Dans une conjoncture particulière où il y a l'inflation, où les gens n'arrivent pas à satisfaire leurs demandes, et où l'investissement devient rare aussi. Donc, ça veut dire que nous sommes à un niveau, une situation extrêmement, je dirais, difficile. Mais, on l'a bien dit, il y a solution en tout. Il faut convertir les écueils en opportunités. À ce carrefour, puisqu'avant la pause, vous avez parlé des mesures à prendre pour passer d'un point A à un point B. Ça veut dire qu'il faut que l'État crée la confiance nécessaire. Voilà. Comment créer la confiance? L'État est le plus grand agent économique. Est-ce que l'État est à même de rendre compte de sa gestion? Est-ce que l'État doit disposer, je dirais, comme un agent économique normal, d'une comptabilité, évaluer son patrimoine? Est-ce que l'État peut demander à chacun d'honorer ses obligations? Si l'État lui-même ne donne pas l'exemple. L'État doit aussi honorer ses factures d'électricité. L'État doit aussi pouvoir justifier l'utilisation des ressources, puisque les dépenses publiques, ce sont nos propres ressources. Vous avez parlé des entreprises qui ont laissé le formel passer à l'informel. Donc, c'est encore, je vous dirais, un choix, mais un choix irréfléchi. Parce que quelque part, comment avoir accès aux prêts bancaires formels si on est dans l'informel? On ne le peut pas. Donc, ça veut dire, ce sont les situations qui, certes, peuvent porter quelqu'un à prendre des décisions, je dirais, irréfléchies, mais défavorables aussi à ses intérêts. Ouais. Donc, il faut rester dans le formel, mais aussi, il faut aussi ouvrir ses yeux. C'est-à-dire, il faut des entreprises citoyennes, des entreprises qui paient leurs impôts, mais également, il faut que l'on porte l'État à rendre compte aussi. Donc, à ce moment-là, sur le gros, l'État aujourd'hui est à ce carrefour, il faut faire renaître la confiance. Il faut que le commun des mortels, le simple citoyen, reprenne confiance dans la gestion des finances publiques, la gestion publique, tout bonnement. Mais comment y parvenir? Puisque, quelque part, on est dans un dilemme. Alors, comme je le disais tantôt, le comportement de l'État, qui est l'agent économique, parce que vous avez mentionné cela tout à l'heure, que l'État c'est régulateur, mais aussi l'État c'est un agent économique, comme tous les autres agents qui participent aussi dans le cycle économique, achat, dépenses, et qui participent aussi dans la croissance, étant donné que l'État achète des biens et services dans l'économie. Oui. En même temps, l'État joue un rôle de régulateur aussi par le biais des mesures. Par le biais des mesures des institutions financières de l'État, la BRH, le ministère des Finances, qui doit adopter une politique monétaire et aussi une politique fiscale pour pouvoir faire relancer l'économie. Maintenant, comme je le disais tantôt, premièrement, il y a le comportement, et ce comportement doit être caractérisé par 3 points. Un esprit de sacrifice des dirigeants, et une détermination politique et une optimisation des ressources. Ça, c'est au niveau du comportement. Maintenant, de manière concrète, il faut que l'État émette des signaux positifs. L'effet des signaux peut commencer à faire renouer la confiance entre l'État et la population. On sait que la confiance, on ne regagne pas une confiance du jour au lendemain. Donc c'est une quête continue. C'est une quête continue. Donc continuellement, il ne faut pas se mettre en tête que nous avons atteint
la ligne d'arrivée, même si on s'est fixé un objectif, on doit toujours continuer à progresser. Maintenant, comme je l'ai dit, la politique d'investissement public doit être bien définie. De année, si on considère cette année-là l'année 0, parce qu'on ne peut rien faire en termes de relance, l'année prochaine devrait être l'année au temps 1. Donc, à partir de cette année, vu que le budget 2018-2019 a eu ça n'a pas été et ça n'a pas pu être voté normalement selon les prévisions du gouvernement. Donc, il faut maintenant se fixer sur le budget 2019-2020. Mais, au-delà du budget 2019-2020, je crois que dans la loi sur l'élaboration de budget aussi, on parle que l'État doit établir un plan stratégique, un plan pluriannuel même, c'est-à-dire que sur plusieurs années, il faut étaler des investissements à faire. Cela va permettre aux agents économiques et même à l'État d'avoir un guide pour pouvoir se lancer dans tel type d'investissement. Comme je le disais tout à l'heure, si on veut avoir une croissance pour pouvoir améliorer la population, il faut dire de année 1 à année 3, par exemple, voilà ce qu'on va atteindre comme objectif. La Jamaïque, qui est plus près de nous, même si on n'a pas la même population, le même nombre d'habitants, donc on ne va pas faire une analyse sur PIB per capita, mais je vais faire une analyse de préférence sur le PIB global. Si on veut atteindre le PIB de la Jamaïque, on ne va pas prendre beaucoup plus de temps si on a un taux de croissance de 10%, comme je l'ai dit pour la République dominicaine. Avec un taux de croissance de 10%, on prendra moins de 3 ans pour atteindre la Jamaïque. Mais si on se situe au niveau de 5-6%, on pourra atteindre plus facilement la Jamaïque comme notre concurrent direct. Parce que l'État aussi doit... Alors, toutes choses égales. Toutes choses égales, oui. Donc, il faut dire que si la Jamaïque ne progresse pas, comme je l'ai mentionné pour la République dominicaine. Mais le fait d'avoir cette vision-là, d'atteindre le PIB de la Jamaïque en telle année, on va mettre toutes les ressources financières de l'État en branle pour atteindre ces objectifs. Quand je dis mettre toutes les ressources humaines, les ressources financières qui vont maintenant être bien canalisées dans des dépenses utiles et pouvoir faire des dépenses qui vont contribuer à tel objectif. Maintenant, pour moi-même, pour ma part, le public cible de l'État haïtien devrait être principalement les investisseurs nationaux. Parce qu'on sait malheureusement qu'Haïti est sur une liste où les autres pays n'encouragent pas leurs compatriotes à venir investir. Or, nous avons un potentiel investisseur considérable dans ces pays-là. Donc, même si ces pays amis, dit-on, interdisent à leurs compatriotes d'entrer, on peut maintenant, nous autres, encourager nos compatriotes à venir. Comment encourager nos compatriotes à venir? C'est parce que on sait que les Haïtiens aiment quand même leur pays. C'est-à-dire qu'ils ont un attachement viscéral à la République d'Haïti. Même si la personne vit dans un luxe assez acceptable dans un pays étranger, dès que cette personne-là vient en Haïti, on dirait qu'elle se sent mieux par rapport à la situation où elle vivait là-bas. C'est-à-dire qu'il y a un sentiment d'attachement qui est en notre faveur ici en Haïti. Donc maintenant, l'État doit profiter de ça, mais les gens ne vont pas venir comme ça. Il faut qu'il y ait quand même des conditions qui doivent être réunies. Premièrement, la première condition, c'est le renforcement de la sécurité. Haïti a une population d'environ 12 millions d'habitants. On dit que dans les registres de l'institution policière, on a 16 000. Quand je dis dans les registres, on sait qu'il y a plusieurs policiers qui ont laissé le pays aussi. Et je ne sais pas s'il y a eu une sorte d'épuration de la liste. Mais on a un ratio d'environ 1,4 policiers pour chaque 1000 habitants. Ouais. À l'international, on admet
pour avoir une sécurité acceptable, il faut au moins 3 policiers pour chaque 1000 habitants. Ce qu'il faut au moins doubler l'effectif. Maintenant, doubler l'effectif va créer une sorte de dissuasion. La population augmente aussi. La population augmente, certes, mais le fait de doubler l'effectif va créer une sorte de dissuasion au niveau de la sécurité. Ça va permettre non seulement aux responsables de l'institution policière de mieux faire une réaffectation des policiers dans certaines villes qui n'ont pas de présence policière et de renforcer beaucoup plus la présence policière dans les zones de forte agglomération. Ça, c'est un aspect au niveau de la sécurité. La sécurité, ça a un coût considérable parce que pour passer d'environ de 16 000 à 32 000 ou 36 000 policiers. Ça prend du temps. Ça va prendre du temps. Certes, ça va nécessiter un coût énorme aussi. Parce que équiper un policier, il faut quand même lui donner les matériels nécessaires, l'arme, gilet. Et ensuite, il faut aussi construire des commissariats. Mais alors, en dehors de la sécurité, au niveau, je dirais, de Tacotel, il y a la sécurité foncière. La sécurité juridique. Là, c'est très sérieux. C'est ce que j'allais mentionner aussi. Maintenant, c'est un cadre global qu'il faut aussi considérer. Donc, c'est un tout. Donc, quand je parle de sécurité physique de la personne, maintenant, pour faire l'investissement, ces gens-là vont quand même avoir besoin d'une portion de terre. Ce qui fait qu'ils auront à quand même procéder à l'acquisition. Ce qui on constate depuis des années où, quand on achète une portion de terre, on est presque pas en sûreté jusqu'à ce que on prenne possession directement de cette portion de terre. C'est-à-dire, même si on achète, si on ne construit pas automatiquement et on ne met pas des gens sur la propriété, on risque de perdre. Donc, cela signifie qu'il y a une sorte d'insécurité foncière que l'État peut envisager. Moi, alors, j'ai réfléchi sur ce point, je peux quand même faire cette proposition, que des gens peuvent contester ou s'accaparer aussi. Je pense qu'il faut, je vais dire quelque chose de très fort. Bon, allez-y. Et je pense qu'il faut détacher la juridiction des terres de la justice elle-même. Quand je dis la juridiction, c'est-à-dire le pouvoir de décision des terres ne doit pas être attribué à la justice telle qu'elle se trouve actuellement. On peut avoir on peut créer un conseil des terres. C'est ce que je voulais dire. C'est que cette proposition est très forte. Quand je dis un conseil des terres, c'est une instance qui doit se positionner sur la propriété des terres. Sur la propriété. Mais suis-moi, il y a ce qu'on appelle le cadastre. Il y a l'Office national du cadastre. Donc, si on renforce cette institution-là, je pense que ça peut permettre aux agents économiques, aux propriétaires, d'avoir une meilleure gestion. Oui. Le problème. Ce qu'on réclame, je dirais, une intervention de l'autorité publique. Et nous parlons de conjoncture. Donc, je pense personnellement qu'il y a des mesures administratives, des mesures politiques qui doivent être prises de façon à garantir le respect des droits des propriétaires. Alors, quand je dis, c'est ce que j'allais dire, que cette proposition est forte, en ce sens qu'on sait que certains juges prennent le malin plaisir à créer des conflits aussi. Oui. C'est-à-dire que la personne qui va s'accaparer d'une propriété qui était déjà une possession d'une autre personne utilise quand même un juge pour avoir cet accès-là. Maintenant, quand je dis un conseil, il ne faut pas qu'il y ait un seul juge à être habilité à décider sur la gestion des terres. Et ce conseil des terres aussi aura la charge. Voilà la position qui est plus importante pour moi. Si je suis un potentiel investisseur, je constate par exemple sur la route, quand on laisse sur la route de Limonade, on constate je prends un exemple, mais il y a tant d'autres étendues non cultivables.
on constate plusieurs portions de terre vides, non bâties, non exploitées. Maintenant, on sait que cette portion de terre a un propriétaire. Mais ce propriétaire n'a pas les moyens pour pouvoir exploiter le sol. Si je suis un investisseur, je peux faire une demande auprès du Conseil des terres pour dire, voilà, j'ai un projet d'investissement. J'aimerais utiliser telle portion. Je ne veux pas acheter cette portion, même si le propriétaire, alors j'aimerais acheter cette portion, mais le propriétaire ne veut pas vendre. Maintenant, je ne veux pas prendre possession de cette portion de terre. Je veux inviter le propriétaire à faire partie de mon conseil d'administration pour pouvoir participer avec moi dans ce projet. Maintenant, si le conseil des terres décide que c'est un projet rentable pour le pays, voilà la proposition qui est forte. Le propriétaire n'aura pas le choix de se courber à la décision du Conseil des terres, vu que la décision aura une portée économique sur le pays. Le Conseil des terres ne va pas déposséder le propriétaire, mais le Conseil des terres va donner à l'investisseur la possibilité d'exploiter cette propriété tout en donnant une portion, tout en respectant les droits du propriétaire et tout en donnant aussi une partie du bénéfice au propriétaire. Maintenant, cela va servir de garantie à l'investisseur parce que j'ai entendu plus d'une fois qu'il y a une ambassade qui a acheté une portion de terre 3 fois. Une portion de terre 3 fois. Parce que quand il a acheté auprès d'un propriétaire, un héritier est venu vous dire non, cette personne n'avait pas ce droit. Donc c'est pour vous dire que l'investisseur qui entend, et c'est une grande ambassade, donc l'investisseur qui entend cela va avoir beaucoup d'hésitation à venir investir. Mais étant donné que ce conseil des terres sera un garant pour son investissement, il pourra mieux se sentir en confiance pour l'investissement. Maintenant, je parlais aussi de, ça c'est une proposition, je mets en parenthèse. Le cadastre reste et demeure. Non, oui, le cadastre a aussi son rôle à jouer en termes d'identification des propriétaires. Le point de départ. Le point de départ, parce que pour pouvoir vraiment identifier le propriétaire comme interlocuteur, il faut nécessairement que le cadastre s'assure que c'est vraiment le propriétaire. Donc, c'est un tout. Il faut que cette institution-là joue son rôle aussi. Je vais vous dire aussi, il y a une expérience, un projet pilote du SIAT, et qui a donné beaucoup de bons résultats à Campérin particulièrement, où pratiquement chaque personne est aujourd'hui détentrice des titres de propriété. Donc, ceci rassure également. Donc, nous parlons de conjoncture, il faut des mesures, je dirais, des mesures conjoncturelles, spécifiques, dans le court terme. Et le Trésor public a besoin d'argent, les contribuables doivent payer, puisqu'on dépend des impôts, pas vrai? L'État dépend des impôts, donc c'est ça le grand dilemme. Ok. Oui, alors. Nous sommes arrivés au terme de l'émission. Oui. Malheureusement. Alors, rapidement, parce que nous sommes presque. Nous sommes au terme de l'émission. Nous sommes au terme, donc rapidement, je dois finaliser. Et ce que je disais, la sécurité est importante. C'est-à-dire qu'il faut que l'investisseur soit en confiance, c'est-à-dire lorsqu'il vient, il sera dans un environnement où il ne risque pas de perdre sa vie. Maintenant aussi, il faut procéder aussi à l'éducation de la population, maintenant, et faire la réforme fiscale. Sans une réforme fiscale, on ne pourra pas avoir d'investisseurs. Maintenant, quand je parlais de ce potentiel d'investisseurs qui se trouve au niveau de notre diaspora, si nous avons 4 millions d'habitants qui évoluent à l'extérieur du pays, même si on obtient 50% de ces gens-là qui viennent investir dans l'économie, même si ces gens-là ne restent pas complètement en Haïti, mais qu'ils investissent au moins 10 000 dollars américains, cela ferait une augmentation de 20 milliards de dollars seulement à partir de cette source de fonds-là qui est les nationaux. Et on sait que ça va avoir un effet boule de neige positif, effet multiplicateur. Moi, en tant que Haïtien qui évolue à l'étranger, si j'investis en Haïti, j'ai des amis aussi qui sont des étrangers. Ces amis-là vont me demander
comment tu as pu investir en Haïti? Et je vais maintenant amener ces gens à venir investir. D'où il y aura quand même des effets multiplicateurs sur ces points-là. Donc c'est pour vous dire que les mesures à prendre, comme je l'ai dit tantôt, il faut que le gouvernement adopte une attitude où les gens se sentent en confiance, où les investisseurs peuvent continuer à investir. Très bien. Et on pourra constater que cela aura les impacts seront visibles, la croissance sera à point pour pouvoir améliorer la condition de vie de la population. Très bien. Nous sommes au terme de l'émission. Il faut créer la confiance. Je n'ai pas vu le temps passer. Pour relancer, il faut créer la confiance pour relancer l'économie. Il faut aussi des mesures ponctuelles, des signaux clairs. C'est à ce titre-là que nous pourrons effectivement porter l'argent économique, avoir une attitude beaucoup plus, je dirais, intelligente et, pourquoi pas, créer l'environnement général nécessaire à la relance d'Haïti. Nous disons un grand merci pour sur le goût de sa disponibilité et à vous, nous disons à bientôt, à nos caméramans, nous disons aussi un grand merci puisque ce sont les premiers téléspectateurs de l'émission. Ainsi, nous disons, on garde espoir et gardons confiance, on peut changer, un homme ou une femme peut faire la différence. Merci.